Bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus aussitôt pour participer à une matinale prospective d'une série de 5 rencontres organisées par le CEREMA avec la Société d'encouragement pour l'industrie nationale et le soutien de la Banque des territoires. Alors, nous allons donc être dans cette seconde rencontre, nous allons traiter du sujet « Comment adapter les emplois et les activités aux conséquences socio-économiques du réchauffement climatique ». Tout d'abord, je vais vous présenter les différents intervenants de notre matinale. Alors, je vais le faire par ordre alphabétique, en commençant par Anthony Briand. Bonjour Anthony, il est actuellement directeur de l'École nationale des ponts et chaussées, nommé par décret du président de la République en octobre 2022. Anthony est diplômé de l'École des ponts Paris Tech et de l'École Polytechnique. Il est également titulaire d'un doctorat en économie préparé à l'École d'économie de Paris. Je ne vais pas retracer toute votre carrière, juste simplement un élément marquant que j'ai pu repérer. Vous avez été notamment chargé du logement, conseiller technique pour la construction durable et urbanisme auprès de la ministre en charge du logement de 2015 à 2016. Bien, donc merci d'être avec nous. La deuxième personne, donc Amélie Joly. Donc vous êtes actuellement chargée de mission projet Adapt RSE au sein du groupe EDF. Amélie est docteure en philosophie de l'Université de Paris-Est sur l'impact du changement climatique sur les vagues, c'était ça. Vous possédez également un master en ingénierie de l'INSA, l'Institut national des sciences appliquées de Lyon, et vous avez fait, on peut dire, l'essentiel de votre carrière au sein du groupe EDF, et notamment en Grande-Bretagne. Vous avez fait des travaux de recherche. Alors, je ne sais pas si c'est là que vous avez fait ça, sur l'identification spatio-temporelle des risques composés, vent et précipitations extrêmes en Grande-Bretagne. Tout un sujet. Bien, Nathalie Layani, merci d'être là également. Donc, Nathalie est actuellement directrice de la politique durable du groupe Caisse et Dépôts. Avant on disait éconsignation, maintenant on ne le dit plus, c'est ça. Ex-présidente du Forum pour l'investissement responsable. Donc Nathalie est diplômée de l'Institut des hautes études internationales de Genève et de l'Université Paris 9 Dauphine. Là encore, quelques éléments marquants de sa carrière. Elle a été conseillère auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire de 2017 à 2019. Et elle a été auparavant chef du secteur parlementaire du secrétariat général pour les affaires européennes auprès du Premier ministre. Et donc, je vais terminer, mais David doit être habitué à ça, puisque son nom commençant par un Z, en général, c'est par lui que l'on termine. Donc, David Zambon, qui est actuellement mon collègue, mais par ailleurs directeur général adjoint en charge du pilotage de la production au sein du CEREMA, où il exerce également les fonctions de directeur infrastructure de transport et matériaux du CEREMA. David est ingénieur en chef des ponts, des eaux et forêts. Il a été auparavant directeur général de l'Institut des routes, des rues et des infrastructures pour la mobilité. Et en fait, l'essentiel de sa carrière a été fait au ministère de l'Environnement et précédemment au ministère de l'Équipement. Bien, voilà, donc 4 intervenants, j'allais dire, bien aiguisés sur le sujet que nous allons traiter aujourd'hui. Je voudrais tout d'abord présenter quelques slides pour introduire notre propos de notre table ronde, dont l'intitulé, comme je l'ai dit, porte sur comment adapter les emplois et les activités aux conséquences socio-économiques du réchauffement climatique. Et donc, quand on parle de réchauffement climatique, certains sont un peu sceptiques. On a déjà pris près de 1,5 degré depuis 1800, qui est la période de référence. Mais on a aussi un nombre de catastrophes naturelles qui se multiplient avec des coûts tout à fait considérables. Donc c'est moi qui ai la zapette. Donc si j'attendais, donc c'est cette flèche-là, j'imagine. Donc ça, c'est ça que j'aurais pu vous montrer avant.
Bien, donc, nos intervenants. Et donc, voilà les quelques éléments que je voulais vous mettre à votre appréciation. Tout d'abord, pour signaler que depuis entre 1980 et 2020, eh bien, selon l'Agence européenne de l'environnement, les catastrophes naturelles ont représenté des pertes économiques qui se chiffrent à 520 milliards d'euros sur la période. Je ne vais pas détailler les éléments par pays. De toute façon, vous les voyez, et pour ceux qui souhaiteraient regarder l'émission un peu plus tard, elle sera en ligne de toute manière. Autre indication de coûts là qui concerne spécifiquement la France, eh bien, vous voyez donc un certain nombre de coûts liés aux tempêtes, grêles et neiges, avec à peu près 6,4 milliards d'euros de dommages en 2022, 1,6 milliard d'euros en 2023 avec la tempête Ciarán, et encore 2,2 milliards de dommages en 2024, encore liés à des tempêtes. Alors, bon, ces montants sont importants en absolu. En même temps, j'allais dire, alors, on peut les relativiser par rapport au PIB de la France, hein, dont je voudrais quand même le mettre en perspective. C'est 2600 milliards d'euros par an. Donc, on peut dire, mais tout ça, ce sont des coûts qui sont modestes, et donc c'est dans l'épaisseur du trait, et on n'a peut-être pas besoin de s'en inquiéter. Simplement, si je prends par exemple les 6 milliards des tempêtes de 2022, eh bien, c'est à peu près le budget du ministère de l'Agriculture, pour donner une référence. Donc, on voit bien que tout ça n'est pas totalement marginal. Dernier slide que je voudrais vous présenter, concernant donc les sécheresses, eh bien, nous sommes en 2022 à 2,2 milliards de dommages, 2 milliards en 2024, et concernant les incendies de forêt, c'est de l'ordre de 10 milliards d'euros qui correspond en référence à peu près au budget de la justice en France. Bien, ceci donc étant précisé pour montrer qu'effectivement nous avons un certain nombre de menaces qui génèrent des coûts importants. Donc, dans le thème qui est aujourd'hui sur les enjeux socio-économiques, c'est bien évidemment important. Je vais lancer, alors, on va lancer une première petite vidéo. C'est une présentation. Alors, voilà. Bien, donc c'est Olivier Portier. Alors, il n'y a pas le son, apparemment. C'est un peu compliqué. Écologique, la transition. Désolé, je ne sais pas comment faire. Il y avait le son, hein, il y a un moment. Oui, mais c'est sur l'ordinateur. Est-ce que ça vous va? Désolé, c'est un peu l'improvisation. Stabilité croissante de nos économies, il apparaît aujourd'hui plus que jamais nécessaire d'appréhender les dynamiques territoriales de manière systémique et transversale. C'est dans cette optique que j'ai élaboré un cadre d'analyse intégré dans une appli d'analyse territoriale. Ce cadre d'analyse permet de mettre en perspective les problématiques relatives aux moteurs démographiques, aux moteurs économiques et aux moteurs de développement, afin de qualifier de manière synthétique les grandes modalités de fonctionnement des territoires. Et ensuite, d'essayer d'observer si ces modalités sont génératrices d'un certain niveau de cohésion sociale, mais aussi si elles disposent d'un caractère plus ou moins durable, eu égard à leur empreinte territoriale et leur degré de vulnérabilité. Analysons à titre d'exemple les moteurs de développement de la métropole d'Aix-Marseille au regard de ses revenus importés. Outre les éléments sur les moteurs de développement du territoire, il est également possible de trouver dans l'application d'analyse territoriale de Phare des éléments sur son profil de spécialisation économique, mais aussi sur la dynamique de ses différents secteurs d'activité. L'analyse du profil de spécialisation peut se faire à l'aide de ce graphique. Il représente en indice le poids des différents secteurs d'activité du territoire dans son économie locale comparée à la moyenne nationale. Lorsque l'indice est inférieur à 100, cela signifie que les secteurs sont peu représentés localement. Lorsqu'il est supérieur à 100, qu'ils sont très largement surreprésentés. On pourra observer sur ce graphique que le secteur de spécialisation principal de la métropole d'Aix-Marseille est le secteur d'activité coquefaction et raffinage. Mais le tissu économique local paraît également spécialisé dans les secteurs fabrication de matériel de transport, industrie extractive, énergie et eau, mais aussi dans les secteurs information et communication, et le secteur activités scientifiques et techniques, services aux entreprises. En complément, on pourra observer sur le graphique ci-contre l'évolution de l'emploi pour chacun de ces secteurs, en
Le secteur des services information et communication a quant à lui créé plus de 9200 emplois depuis 2007. Bien, voilà, écoutez, alors pourquoi cette présentation? Il m'a semblé intéressant dans le débat qui va être le nôtre, c'est de montrer que nous avons déjà un certain nombre d'outils qui vont pouvoir accompagner à la fois les institutions financières, les assureurs, les collectivités territoriales, la puissance publique, d'identifier qu'est-ce qui génère de la richesse sur un territoire. Et donc, au regard de tout ce dont on va discuter ce matin, c'est-à-dire les conséquences du réchauffement climatique sur les secteurs économiques, on a, avec ce genre d'outils, une capacité à mieux penser les secteurs les plus fragiles et donc de pouvoir essayer de les accompagner tout en amont pour justement réduire ces menaces à la source. Bien, cette présentation étant faite, alors je vais lancer sans plus attendre la première question. Elle s'adresse à Anthony Briand, qui est juste à côté de moi. Alors, bon, avec les chiffres que j'ai montrés, on voit bien que l'adaptation au réchauffement climatique constitue un défi de plus en plus pressant, mais moi j'ai le sentiment quand même qu'il est très sous-estimé par rapport à justement des politiques, ce que l'on appelle d'atténuation, c'est-à-dire qui consiste à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et donc on voit bien que pour le moment, l'adaptation n'est pas totalement entrée dans le scope d'un certain nombre d'acteurs publics ou privés. Et donc quelle analyse vous en faites ? Bonjour à toutes et à tous. Merci Gilles, merci au CEREMA pour l'invitation. Je n'ai pas la prétention de répondre complètement à la question. Je voulais partager avec vous 3 idées et puis et vous ramener dans mon environnement à moi, qui est celui d'une industrie un peu particulière, celle de la création de savoir, de la recherche et de la formation, qu'elle soit initiale et continue. Peut-être trois idées par rapport à la question que vous posiez, Gilles, sur le lien entre atténuation et adaptation et la prise en compte par les acteurs et publics et privés de cet enjeu d'adaptation. En y réfléchissant, il y a quand même peut-être trois dimensions qu'il faut essayer de prendre, je ne sais pas si c'est séparément, mais pour essayer de poser le débat. Le premier, c'est un aspect technique des enjeux d'adaptation. Le deuxième, ça va me ramener à mes anciennes amours de l'économie, c'est la question du modèle économique sous-jacent. Et puis la troisième, c'est plus sociétal, la question de comment on gère cette adaptation et les risques inhérents d'un point de vue sociétal. Peut-être je vais partir de ce dernier point, parce que les chiffres initiaux étaient assez intéressants. C'est vrai que la manière dont on lit les chiffres va orienter différemment notre pensée. Si on le ramène au budget de la justice ou au budget du ministère de l'Éducation nationale, on se rend bien compte que même si l'État reste l'assureur en dernier ressort en cas de catastrophe naturelle, et je vous passe les débats actuels sur l'endettement du pays, les déficits récurrents et autres, vous écoutez la radio comme moi, on sent bien que cet enjeu de la mutualisation étatique des risques inhérents à la maladaptation ou à la non-adaptation va très vite toucher ses limites. Ce qui veut dire qu'il va falloir que ça soit réintégré bien plus vite, bien plus tôt, bien plus fort dans les calculs économiques des acteurs privés. Et c'est là où la question va devenir un peu challenging. Juste avant de venir au modèle économique, la question les leviers que possède l'État sont encore nombreux, heureusement. Le premier, c'est la norme, et ça c'est tout l'enjeu de construire des plans de prévention et donc d'intégrer dans l'ensemble des acteurs ce principe de précaution. Je prends un sujet que je connais bien pour l'avoir traité dans les années passées, mais vous le connaissez aussi bien que moi, et le CEREMA a écrit beaucoup de choses intelligentes sur ce sujet-là, c'est la question de l'urbanisme et de l'adaptation de l'urbanisme et l'organisation de nos villes à cet enjeu d'adaptation au changement climatique. Et puis le deuxième, c'est de dessiner un horizon temporel et des scénarios possibles, parce que ce qui se joue derrière ça, c'est à la fois la projection du futur, enfin de ramener le futur dans le présent, et puis d'avoir une réflexion sur les disparités territoriales comme c'était présenté dans la courte vidéo. Et ça, l'exercice par exemple de plan national d'adaptation au changement climatique qui vient d'être publié est exactement le type d'exercice qu'il nous faut faire de manière plus récurrente, et puis qu'on partage des données sur l'avenir possible. Là, je fais
un aparté sur mon industrie, celle de la création de savoir. À l'École des Ponts, mais on n'est pas les seuls, on essaie dans notre recherche de développer toutes les méthodes qui permettent de rendre plus percutant, plus pertinent, à des échelles adaptées, c'est-à-dire des échelles territoriales assez fines, les prévisions d'occurrence d'un certain nombre d'événements climatiques extrêmes dont on sait dorénavant qu'ils vont augmenter en intensité et en fréquence. Donc la norme, l'assureur en dernier ressort, ça restera les fonds de réparation, enfin dans un mécanisme de réparation d'ailleurs plus que d'assurance face à la réalisation de catastrophes naturelles, et puis la question de la norme et du partage de la diffusion de scénarios possibles. La question technique, elle est compliquée. Enfin, je la prends sous l'angle des sujets qui sont au cœur de l'activité de l'École des Ponts, et je pense que David en reparlera. C'est la question des infrastructures, c'est-à-dire que penser l'adaptation avec des investissements qui sont là, et pas que des investissements qui sont à venir. Alors, je ne sais pas si c'est simple de penser l'adaptation dans des investissements à venir, mais on peut dessiner un avenir intégré dans la maquette économique de ces investissements, l'occurrence de futures catastrophes naturelles. Et j'y reviens tout à l'heure, avec des outils économiques qui sont en place. Enfin, je veux dire, on ne manque pas de technologie pour faire dialoguer le futur avec le présent. Par contre, quand une infrastructure est là, et je pense par exemple des infrastructures routières, autoroutières, je pense aussi à un autre sujet que j'ai traité par le passé, y compris dans cette jolie ville qui est la ville de Paris, qui est la question du logement, penser l'adaptation sur un actif qui est déjà là, qui est en partie amorti, sur lequel le réinvestissement ne va pas forcément générer de la nouvelle valeur, ça pose une question compliquée. Je prends juste un exemple que je trouve intéressant, c'est celui de la rénovation des logements. Dans une ville comme la ville de Paris, enfin, vous savez qu'il y a 1% du stock de logements qui se renouvelle dans notre pays par an. Donc autant vous dire que, la question de l'atténuation, elle va très vite rencontrer celle de l'adaptation, parce que c'est l'adaptation du parc qui va avoir un effet de levier sur l'atténuation quand on parle de logement. Et quand on parle d'atténuation ou d'adaptation dans le logement, c'est aussi le confort d'usage. Mais réinvestir sur la rénovation énergétique du parc, alors que l'on sait aujourd'hui, et les études le montrent, que la rentabilité de ces investissements-là, elle est sur le très long terme, ça nécessite d'avoir ces mécanismes de transfert de valeur entre le futur et le passé. Et c'est là où les nouveaux acteurs sont intéressants. Je pense à des sociétés de tiers-financement, par exemple, ou des mécanismes qui, encore une fois, renvoient ce bénéfice à long terme vers le court terme. On pourrait prendre le même raisonnement avec les modalités de financement des infrastructures d'intérêt collectif comme les transports autoroutiers, et de se poser la question de savoir comment par la négociation de contrats de partenariat entre le public et le privé, on intègre au moment du cahier des charges et donc dans la tarification qui va être subséquente ce transfert de valeur entre le futur et le passé. Je disais tout à l'heure, on ne manque pas de technologie économique pour penser ça, parce qu'il y a toute une littérature très ancienne qui date des années 70 sur les valeurs d'options, par exemple, qui permet, face à des scénarios qu'on arrive à probabiliser, à faire ramener dans les calculs d'investissement le fait de prendre en compte un certain nombre de scénarios. Et puis le dernier point, c'est technique. Et je reviens à mon histoire d'infrastructure, c'est que vous voyez, il y a avec ce stock d'infrastructures et d'équipements collectifs qui sont présents, une espèce de dépendance à un essentiel d'investissement passé, et donc le fait de réorienter ce stock-là ouvre un certain nombre de questions techniques. Alors je ne suis pas le mieux placé pour en parler, mais là aussi je le vois à travers les recherches qu'on peut mener à l'École des Ponts ou les enseignements, c'est comment on essaie aujourd'hui de penser des solutions qui prennent en compte l'occurrence et qui gèrent l'occurrence de ces événements climatiques majeurs en essayant de réduire au maximum leurs effets, c'est-à-dire le handicap, je perds mes mots ce matin, l'arrêt, enfin le coût économique et social de l'arrêt de l'activité économique, de l'activité sociale sur un territoire quand il est impacté. Et donc c'est toute la réflexion que portent nos grandes entreprises
du secteur sur les solutions fondées sur la nature, par exemple, ou des solutions plus technologiques pour essayer de se prémunir contre, si ce n'est l'occurrence, les conséquences de ces chocs. Voilà. Dernier point sur la formation et la recherche. La recherche, je le disais, c'est comment on arrive face à une incertitude, réduire cette incertitude et donc créer du savoir sur les scénarios possibles et sur les outils d'alerte, de prévention. Et puis sur la formation, c'est un point intéressant, je recherchais en préparant cette séance, lors de la réflexion sur le nouveau plan national d'adaptation au changement climatique, le ministère nous avait interrogé sur quelles étaient les formations à l'école des ponts liées à l'adaptation au changement climatique. Et en fait, quand on pense cette question-là, c'est compliqué d'y répondre, parce qu'en fait, il n'y a pas une formation à l'adaptation au changement climatique, et ce serait un peu bizarre d'ailleurs, vu la diversité des situations sectorielles qui appellent des réponses adaptées à chacun de ces secteurs, de dire qu'il y a une formation à l'adaptation au changement climatique. Ce qu'on essaie de faire, c'est plutôt au contraire, par l'expérience notamment, et par des expériences des fois un peu malheureuses, et on en a un certain nombre à l'actif, de jeter un regard sur la manière dont on enseigne aujourd'hui cette question des investissements, cette question de la réflexion technique sur comment on crée des infrastructures, des équipements qui soient plus résilients. Et je m'arrêterai là, c'est un ouvrage qu'il faut remettre sans cesse sur le métier, mais ça c'est le bonheur d'être dans une école de formation, c'est que la formation c'est un actif en perpétuelle évolution. Merci Anthony pour toutes ces précisions avec une très grande densité de propos. Je voudrais quand même, et là la question s'adresse à tous les intervenants, j'évoquais en introduction cette notion d'incertitude par rapport à l'évolution du climat, et moi, j'ai quand même le sentiment que c'est un frein majeur à la mise en mouvement des acteurs publics et privés, notamment parce qu'on est quand même très déterminé par j'allais dire, nos outils comptables, par les contraintes budgétaires, par la notion de compétitivité des entreprises et même des territoires. Et donc, chaque euro investi dans un avenir pour anticiper des menaces qui sont reportées dans le temps, me semble pas être si évident que ça dans la structuration de notre société, où vraiment chaque euro doit être mis dans la compétitivité et pas vraiment dans la durabilité. Alors c'est un peu provoquant, c'est un peu réducteur, et j'imagine que certaines personnes ici vont pouvoir mettre des bémols à mon propos. Suivez mon regard. Je le ferai volontiers, si tu peux, tout à l'heure, ouais, oui, bien sûr. Très bien. Je peux prendre... bonjour à tous, moi je suis Amélie Joly de EDF, et effectivement j'ai travaillé 12 ans, alors vous avez donné des exemples très précis, mais j'ai travaillé 12 ans sur les risques physiques du changement climatique. Et en fait, dans l'incertitude liée au changement climatique, il y a deux choses. Il y a une part d'incertitude qui grandit quand on regarde des horizons de temps très lointains. Mais il y a une part d'incertitude très forte, on est sûr que ça va nous tomber dessus, à court terme. Du coup, pour répondre à cette question, il y a plusieurs approches. Il y a une approche qu'on pourrait nommer sans regret, ou des choses qui, dès à présent, on sait qu'il y a un intérêt. Je prends l'exemple du bâtiment sur le confort thermique. Modifier, par exemple, alors le nom m'échappe, mais des filtres UV sur les vitres, par exemple. Là, ce sont des investissements où on n'aura pas de regrets. Est-ce que je peux me permettre de dire stratégie sans regret? En gros, moi, je dis c'est de faire tout de suite ce qui est bon pour maintenant et qui n'insulte pas l'avenir. Parce que c'est une... Voilà. Exactement. La maladaptation est un risque fort. Ouais. Et face aux incertitudes croissantes, quand on regarde le long terme, c'est arriver à basculer sur comment rendre les choix d'aujourd'hui adaptables à un futur plus délicat. C'est vraiment faire des investissements aujourd'hui et laisser l'opportunité de les améliorer dans 10, 15 ou 20 ans. Oui, sur cette question. Alors, j'ai l'impression que le micro de... Ouais. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, Nathalie Layani, donc directrice de la politique durable du groupe Caisse des dépôts. Alors en effet, et j'y reviendrai tout à l'heure, les acteurs financiers de long terme, et notamment la Caisse des dépôts, ont intégré cette question de la prise en compte des impacts extra-financiers.
de la dévalorisation des actifs sous l'effet du dérèglement climatique, c'est ce qu'on appelle les actifs échoués dans notre jargon, et donc de la nécessité absolue de tenir compte de ces impacts extra-financiers au moment de la prise de décision d'investissement, pour éviter justement cette dégradation de la rentabilité même de l'investissement. Donc pour répondre à ta question, Gilles, en fait, de plus en plus, les acteurs économiques ont totalement intégré, enfin ceux qui sont vraiment responsables et engagés sur ces questions, ont totalement intégré l'idée que si on ne prend pas en compte finalement le coût de la non-action, et de plus en plus en matière d'adaptation au changement climatique, c'est ce qui est fait, eh bien, c'est la rentabilité même et la valeur des actifs dans lesquels nous investissons qui se dégradera. Alors ça va pas assez vite, pas assez fort, mais ce mouvement est bien à l'œuvre et il y a tout un tas de mécanismes qui ont été mis en place, notamment pour coter l'impact environnemental, social des investissements, notamment dans les secteurs très vulnérables, pour intégrer ça dans les matrices économiques. Alors, donc ta question n'était pas si provocante que ça. En fait. Oui, mais vu d'un investisseur de long terme comme la Caisse, j'allais dire, ta réponse est logique. Si on prend le marché financier, j'ai pas le sentiment qu'ils aient cette même rationalité de moyen long terme. Alors bon, ça mériterait une conférence. Mais moi, j'ai présidé le Forum pour l'investissement responsable quelques années et je peux vous dire que, en tout cas, un grand nombre d'investisseurs institutionnels français, à commencer par les assureurs, dans leur gestion d'actifs, ont intégré bien sûr les risques climatiques et les enjeux d'alignement sur un scénario 1,5 degré. Et de plus en plus se rendre compte qu'il faut marcher sur une autre jambe, qui est l'adaptation à un monde à plus de 4 degrés. La question essentielle, c'est est-ce qu'il faut en fait provisionner des investissements pour transformer les actifs qui ne sont pas adaptés, notamment dans les secteurs les plus exposés, vous l'avez dit, les infrastructures, l'immobilier, etc. Ou est-ce que finalement, mais c'est un peu une lapalissade, la bonne solution, et vous l'avez évoqué aussi, ça n'est pas finalement dans chaque processus d'investissement de faire rentrer les enjeux d'adaptation aux côtés des enjeux d'atténuation et de tous les autres critères extra-financiers. Et donc c'est comme ça qu'on évite le coût de la non-action. C'est ça. Voilà. Alors encore faut-il avoir les outils pour le faire, et c'est ce que je vais vous présenter. Juste après. David. Oui, vous m'entendez là? Oui. Oui. Juste peut-être un complément aussi, c'est que pour se préparer à cet avenir incertain et se définir un cadre commun, finalement, tout à l'heure, Anthony faisait référence au cadre stratégique qui est le plan national d'adaptation au changement climatique. Et peut-être important de souligner que ce qui a juste précédé ça, c'est celle de s'être défini justement par rapport aux différents scénarios du GIEC, d'en avoir choisi un, qui est celui de la trajectoire de référence, qu'on appelle la TRAC, trajectoire de référence d'adaptation au changement climatique, qui a quand même été aussi un déclencheur pour que finalement on s'aligne tous sur cet horizon à plus 4 degrés en France. Plus 4 degrés en 2100. Plus 4 degrés en 2100 en France, qui correspond à plus 3 mondial, et qui finalement par rapport aux différents scénarios possibles d'adaptation, etc., a permis quand même de définir un cadre, entre guillemets, je ne sais pas s'il faut le qualifier de raisonnable, mais ni certain, mais probable, on va dire ça, probable, dans lequel inscrire l'action long terme. Alors, tu posais au démarrage une question sur adaptation versus atténuation. C'est vrai que cette définition du cadre à plus 4 degrés, il a mis aussi un peu de temps à sortir, et ça a été un choix politique de le faire, parce que ça a aussi été souvent appréhendé comme un renoncement aux accords de Paris. Et donc, se préparer à plus 4 degrés n'est pas forcément un renoncement à celui d'une atténuation qui était du plus 1,5 degré à l'échelle mondiale, quoi. Voilà. Non, juste une réaction, mais ma voisine de droite le dira mieux que moi, je pense, dans quelques instants, et David vient de le prononcer. Il y a des investisseurs, dès lors que l'ensemble d'informations s'accroît et qu'on est capable de mettre dessus une forme de probabilité, sont capables de l'intégrer. En fait, ce qui rend les choses compliquées pour les acteurs, c'est des choses qu'ils ne savent pas mesurer, qu'ils ne savent pas intégrer dans leurs calculs. Et c'est vrai que tous les exercices, là je prêche pour ma paroisse, mais
tous les exercices qui permettent, à partir du passé, de projeter l'avenir, d'essayer de modéliser les risques de manière territoriale, de manière plus fine, qui permettent de travailler sur l'occurrence, c'est-à-dire il y a vraiment une notion de fréquence et de comment cette occurrence, elle va de manière différenciée territorialement s'accélérer, sont des informations qui sont stratégiquement importantes et qui ont en elles-mêmes de la valeur pour pouvoir derrière avoir des éclaircissements sur les investissements qui seront rentables ou pas, ou qui le sont moins, ou en tout cas de pricer, de mieux pricer le risque. Merci Anthony, tu fais une belle transition parce que du coup je propose à Nathalie de pouvoir nous présenter, j'allais dire, un outil d'évaluation des risques climatiques qu'a mis au point, c'est un outil maison de la Caisse des dépôts. Donc Nathalie, est-ce que tu veux... Je veux bien. Merci beaucoup. Oui, donc la Caisse des dépôts a bien sûr intégré l'ensemble de ces risques. Donc, investisseurs de long terme, institutions financières multiséculaires, nous devions le faire. Alors je vous le disais en introduction, le groupe Caisse des dépôts s'est doté avant tout, dès 2019, d'une stratégie climat totalement orientée vers l'alignement sur un scénario 1,5 degré. Donc c'était notre objectif et notre ambition de faire en sorte que toutes les activités du groupe Caisse des dépôts, qui est un grand groupe actif dans tous les domaines de l'aménagement du territoire, fassent en sorte que ces financements et ces activités opérationnelles soient bien compatibles avec ce scénario. Mais évidemment, nous avons aussi décidé dès 2023 de marcher sur une autre jambe, qui est que, en parallèle de ce travail d'atténuation, nous devions aussi nous préparer au scénario du pire. Et on a très vite choisi le scénario à plus 4 degrés pour anticiper ces enjeux d'effet du dérèglement climatique sur l'ensemble de nos activités et sur, encore une fois, potentiellement la dévalorisation de nos actifs. Alors, ce que nous avons fait, c'est précisément pour éviter ce coût de la non-adaptation. Nous nous sommes dotés de tout un plan d'action, mais surtout d'un outil pour que, avant chaque investissement, avant chaque décision de financement, nous puissions examiner l'exposition de l'investissement en question, donc du projet ou de l'entreprise, au risque climatique et notamment au risque physique. Vous connaissez la différence entre risque physique et risque de transition, j'imagine, mais donc quand on parle d'adaptation, on parle surtout d'exposition au risque physique. Et donc nous avons élaboré avec nos équipes un outil qui nous permet de tenir compte de ce risque en amont de l'investissement, mais aussi sur le stock, pour répondre à votre question. Et donc cet outil, il tient compte de plusieurs paramètres. La localisation des actifs. Et donc il permet d'identifier sur différents horizons de temps les conditions climatiques en fonction du scénario du GIEC RCP 8.5, donc vraiment celui qui nous amène à un réchauffement supérieur à 4 degrés d'ici la fin du siècle. Mais il tient compte également du secteur d'activité de la contrepartie que nous finançons. Et évidemment, selon le secteur d'activité, l'entreprise ou le projet n'a pas le même niveau de vulnérabilité aux effets du dérèglement climatique. Une centrale nucléaire est beaucoup plus vulnérable aux effets de la sécheresse qu'un data center, même si un data center est très exposé aussi. Et puis nous tenons compte également des actions d'adaptation qui sont mises en place par l'entreprise ou par le porteur de projet, qui peut être une collectivité locale. Et donc l'outil intègre en fait l'ensemble des 9 aléas climatiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous les voyez ici. Donc on les voit sur le slide. Voilà, la hausse des précipitations, les températures, les inondations, la sécheresse, etc. Et il permet de représenter donc sur chaque point du territoire, à la maille communale pour l'échelle française et à la maille régionale pour le reste du monde, l'évolution des conditions climatiques d'ici la fin du siècle. Donc encore une fois, selon le scénario 8.5 du GIEC. Ce qui permet donc à nos porteurs de projets et aux équipes au niveau régional de la Caisse des dépôts qui analysent les projets d'investissement que leur soumettent notamment les collectivités locales, de disposer d'une analyse de risque qui en fait
permet d'avoir une cotation de risque qui va de 1 à 10, en ne rentrant que 3 éléments dans l'outil que nous avons mis en place, et notamment donc la localisation du projet, son secteur d'activité et ce qui a été mis en place en matière d'adaptation. Et donc ça permet d'identifier les risques principaux, les aléas climatiques du projet, et d'avoir un dialogue avec nos contreparties, avec la collectivité locale et l'entreprise, sur les mesures à prendre qui conditionneront aussi l'investissement de la Caisse des dépôts. Je ne veux pas être trop longue, mais bien sûr, je répondrai à vos questions. Et donc, c'est un outil qui nous permet vraiment d'engager ce dialogue et qui est très facile d'usage et qui nous permet, encore une fois, d'anticiper, en fait, les effets et les coûts. Et toutes les analyses le montrent, et I4C l'a montré aussi récemment. En fait, la non-adaptation coûterait plusieurs dizaines de milliards d'euros chaque année d'ici 2030, alors que le fait d'intégrer ces éléments coûte quelques milliards d'euros. Et en parallèle, et je m'arrêterai là, nous avons, comme beaucoup d'institutions financières sous contrôle de la BCE, développé des stress tests climatiques qui nous permet donc de faire tourner des scénarios de dérèglement climatique et donc de réchauffement à plus de 4 degrés sur nos portefeuilles d'investissement, selon que la France est sur une trajectoire 1,5 degré ou pas. Et cela nous permet aussi de provisionner les financements nécessaires. Voilà. Alors, il y a des effets induits qui ne sont peut-être pas très positifs, c'est-à-dire que plus on provisionne et plus on se dit que finalement c'est indolore, parce que ça ne coûte pas si cher que ça quand on est un gros investisseur. Donc on essaye d'éviter ce problème justement en faisant de l'analyse projet par projet. J'imagine que donc lorsque une collectivité, une entreprise sollicite la Caisse, donc vous passez leur projet à travers toute l'analyse que permet cet outil. C'est quoi les réactions en général des personnes à qui on annonce que ça ne va pas être forcément très simple de financer comme ils le souhaitent leur projet? Alors, c'est pas une conditionnalité, je tiens à le dire. Donc, c'est vraiment, ouais. l'idée, c'est vraiment qu'on puisse accompagner ces contreparties. Nous ne désinvestissons pas des territoires qui sont très exposés au dérèglement climatique. Au contraire, nous avons mis en place des outils de financement dédiés, et notamment d'ingénierie, pour les collectivités très vulnérables. Je pense notamment aux Outre-mer. Donc, il n'est pas question pour la Caisse des dépôts de désinvestir des Outre-mer parce que les Outre-mer sont très, très vulnérables aux effets du dérèglement climatique. Pas du tout. Mais au contraire, d'utiliser ces outils pour apporter de l'ingénierie, d'adaptation en parallèle de nos financements qui vont de la rénovation thermique des bâtiments à des prêts à la construction d'infrastructures. On a aussi développé des outils pour les collectivités locales qui sont sur des zones côtières exposées à la dégradation du trait de côte et puis aux zones de montagne. Et donc c'est assez bien reçu par les collectivités locales parce qu'elles ont d'abord elles sont désormais embarquées dans la mise en œuvre du PNAC, ça a été dit. Elles manquent d'outils d'ingénierie et d'accompagnement, donc elles apprécient qu'on les accompagne et finalement on arrive à les convaincre aussi que faire rentrer ces coûts en amont du projet leur permet d'éviter encore une fois le coût d'une maladaptation ou d'une non-adaptation. Et on essaye beaucoup aussi d'utiliser les services fondés sur la nature, les solutions fondées sur la nature, parce qu'évidemment, elles sont moins chères et qu'elles permettent d'avoir des co-bénéfices en matière de biodiversité, de préservation des écosystèmes. Oui. Tout à l'heure, tu as évoqué tu as parlé très rapidement des assureurs. En fin de compte, j'allais dire, la démarche qu'entreprend la Caisse vis-à-vis de ses investissements, c'est un filet, enfin, je veux dire, c'est une sorte de police d'assurance, parce qu'on voit bien que les polices d'assurance, pour le coup, explosent. Il y a tout un tas de collectivités qui maintenant n'assurent plus tout un tas de biens, parce que là, ça a vraiment pris... Et donc, j'imagine que ça doit être assez sécurisant pour un certain nombre notamment je pense aux collectivités territoriales, d'avoir, les analyses de la Caisse pour éviter de faire des choses qui, de toute façon, ils vont être rattrapés par la patrouille, notamment par les assureurs. Je dis notamment, mais parce qu'il n'y a pas que...
Oui, c'est ça. C'est exactement le constat qu'on fait, en tout cas auprès des collectivités locales. Je dois dire qu'auprès des entreprises, parce que nous avons aussi ce dialogue avec les entreprises dans lesquelles nous investissons, nous sommes gestionnaires d'actifs à hauteur de plus de 300 milliards d'euros. C'est un peu le mouvement est un peu plus lent. Alors évidemment, la réglementation extra-financière, notamment CSRD, oblige en fait désormais les grandes entreprises, et notamment les grandes entreprises cotées, à faire des analyses de risque climatique. Il faut absolument préserver ça dans CSRD. Vous savez que la directive est en cours de refonte. Mais la démarche est lente et dans cette directive, il y a aussi des obligations de transparence sur ce qui est fait en matière d'adaptation. Les entreprises ont le sentiment que quand elles font de l'atténuation, elles ont déjà fait une bonne part du chemin, oui, donc il faut les convaincre que ça n'est pas la même chose que de faire de l'adaptation. Mais notre collègue d'EDF l'a très bien expliqué. Est-ce que quelqu'un veut faire une petite remarque par rapport à ce qui vient d'être dit avant de passer la parole à Amélie ? Non, juste pour appuyer, parce que j'en avais pas parlé sur CSRD, mais je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que tous les exercices qui invitent les acteurs privés à projeter leur horizon temporel, et ça rejoint ce que tu disais en début de table ronde, peut-être plus loin qu'ils ne l'auraient fait naturellement, ou plus loin que le mécanisme de marché les invite à le faire naturellement, sont nécessaires. Et c'est là où on voit la tension entre le cadre réglementaire, qui force à s'aligner sur des scénarios partagés, sur une connaissance partagée, sur des obligations de projection partagée, et un cadre de marché qui, tu parlais du système assurantiel, qui a un degré de giration qui est le sien, quoi. Et l'avantage d'acteurs comme la Caisse, c'est que par essence, par nature, par construction, par histoire, vous projetez sur des échelles de temps centenaires et pas annuelles. Et c'est ce que nous permet de faire cet outil aussi. Ce qu'on modélise, c'est vraiment les effets sur l'ensemble des aléas à horizon 2030, 2050, 2100. Parce qu'on a des prêts à 80 ans auprès des collectivités locales. Donc voilà, l'outil nous permet de faire ça. Très bien. Là, on a vu justement quel est le rôle d'un investisseur de long terme. Je propose que l'on aborde maintenant de voir le sujet vu d'une entreprise importante, qui est EDF, concernant justement l'adaptation de la production d'énergie au réchauffement climatique. Bon, l'énergie, c'est quand même un des éléments alors totalement déterminants de la compétitivité, de la souveraineté d'une nation. Et le prix de l'énergie, on le voit là dans tous les débats actuels, et notamment avec ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. La question du prix de l'énergie détermine fortement justement la performance d'une nation. Et donc, EDF a un poids considérable en France, notamment du fait de l'énergie nucléaire dans notre mix énergétique, une responsabilité très forte dans cette compétitivité de la France. Et donc EDF doit aussi gérer le réchauffement climatique et ses conséquences. Donc est-ce que, Amélie, tu peux nous dire quelques mots là-dessus sur la stratégie de ton groupe ? Avec grand plaisir, merci beaucoup. Alors EDF a comment... Oui. Peut-être petite zapette. Oui, très bien. Ah, merci. Alors, EDF a commencé à travailler sur le changement climatique il y a plus de 30 ans, 35 ans même, dès la sortie du premier rapport du GIEC. Donc on est aussi sur une industrie du long terme, notamment avec le nucléaire. Et je vais vous présenter quelques informations sur l'adaptation, en particulier l'adaptation du parc de production nucléaire. La démarche dans laquelle nous nous incluons, c'est une démarche d'adaptation. Donc DPNT, j'ai laissé quelques acronymes, pardon, c'est vraiment la production nucléaire et thermique. On est sur une approche systémique, donc ce mot est fréquent depuis plusieurs années, où on essaye de comprendre, évaluer les risques futurs sur nos territoires pour mobiliser à la fois en interne et à la fois nos parties prenantes afin d'agir pour l'adaptation. Le point que je souhaite soulever, c'est en particulier que l'adaptation et l'atténuation, on en a parlé, mais c'est vraiment
deux faces de la même pièce. Alors, l'ACV, l'analyse du cycle de vie du nucléaire est de 4 grammes par kilowattheure. En comparaison, le gaz, on est de l'ordre de 500 grammes et le charbon, c'est bien au-delà. Donc, on est un vrai acteur de la stratégie nationale bas carbone pour arriver à maintenir. Et ce que montre la presse aussi, donc c'est pas nous qui le disons, c'est bien indépendamment de ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, comme vous avez dit, si l'Europe maintient ses ambitions fortes et y travaille, il y a un gain pour tous et aussi pour l'habitabilité de nos territoires. Donc, garder l'atténuation et l'adaptation sont vraiment indissociables. Et l'adaptation, elle est vraiment sur 3 volets. Les événements extrêmes. Donc là, c'est beaucoup où le grand moteur a été la sûreté nucléaire, où dès 2003, dès la canicule de 2003, des modifications majeures sur le parc ont été réalisées, des investissements très importants, que ce soit pour les fortes vagues de chaleur, mais aussi pour le risque des inondations. L'accident de Fukushima a également relevé les normes. On parlait de normes comme un levier pour s'adapter et on a une autorité de sûreté avec qui on travaille ensemble, qui nous challenge et c'est son rôle et c'est très bien. Donc sur la sûreté nucléaire, c'est vraiment... il y a de nombreuses équipes qui sont dessus depuis très longtemps. Le deuxième point, le troisième, du coup, celui d'en bas, c'est les évolutions plus progressives. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est l'impact de notre industrie sur l'environnement. Nous sommes une industrie, comme toute industrie, nous avons un certain levier de pollution. Alors, je n'ai pas parlé des déchets nucléaires long terme, mais je vais parler de pollution chimique qui ont un impact sur l'environnement. Il y a des gros travaux pour que cette pression environnementale soit la plus faible possible. Et si elle est trop élevée, on arrête notre production. Le troisième point, c'est là où on travaille sur le projet ADAPT qui a 5 ans maintenant, c'est sur la résilience des territoires. Et là, on est vraiment en train de regarder notre capacité à produire et toutes les questions annexes qui sont comment gérer nos stocks, comment nos partenaires, en cas de vague de chaleur, s'ils doivent fermer pendant l'été, comment est-ce que nos stocks sont suffisants pour que nous puissions continuer de produire, comment nous travaillons ensemble. Et le point que je trouve l'outil que vous avez présenté brillant et c'est tout à fait le pont entre la recherche et la traduction d'informations. Il y a beaucoup, la formation est un levier pour comprendre cette adaptation et votre participation aujourd'hui ici montre aussi l'intérêt. Et c'est vraiment, et je partage tout à fait, parler du climat, c'est parler du changement climatique, mais c'est aussi parler de santé, d'infrastructures, de routes, de beaucoup de choses. Je vais aller très vite. Le nucléaire existe dans le monde, dans des endroits qui sont beaucoup plus secs et beaucoup plus arides que la France. L'adaptabilité est concrète et réaliste. Un unique exemple, à Palo Verde aux États-Unis, donc c'est l'image en haut à droite, la centrale est en plein désert et elle fonctionne avec les eaux usées de Phoenix. C'est un autre foncier, ce sont d'autres technologies, d'autres choix, mais néanmoins, l'adaptabilité est concrète et réelle. Et je terminerai là-dessus. Pour pouvoir s'adapter, on a vraiment besoin de la science. On a une R&D de haut niveau. On a un service climatique interne qui travaille avec Météo France, avec de nombreuses universités, avec l'École des Ponts, avec le CEREMA. Je suis extrêmement bien entourée. On est vraiment sur comprendre quels sont les risques physiques du changement climatique et les impacts pressentis. Un impact particulièrement important. La ressource en eau est une ressource précieuse. Alors aujourd'hui en France, on en est très riche, on la réutilise très très peu pour le moment. Et là, il y a des actions qui seront en cours. Et on ne peut pas opposer agriculture et énergie. Nous avons besoin de travailler ensemble pour trouver des solutions ensemble. Car cette ressource, si on regarde ce que nous dit Météo France ou Explore 2, l'INRAE, et qui
qui a travaillé sur comment la ressource va évoluer en France, elle va diminuer, elle va être différente. Et finalement, la recherche est aussi un pilier d'adaptation où on regarde sur les solutions fondées sur la nature. Donc ça a été évoqué plusieurs fois ce matin. Ça va être des zones humides qui vont avoir un impact sur la régulation des inondations, par exemple. Ça peut être ajouter des ombrages pour réduire la température de l'eau localement, avoir des zones refuges pour la biodiversité. Il y a beaucoup de sujets. Et associés à ces sujets plus naturels, il y a aussi des solutions technologiques. Alors on n'est pas dans le technosolutionnisme en imaginant que plus tard on aura une solution qui résoudra tout. On regarde ce qui existe aujourd'hui, comment l'adapter. Et le dernier point, le plus important, c'est que l'adaptation, on ne la fera pas tout seul. On la fera avec nos partenaires. On a de nombreux partenariats en cours et ça sera vraiment un levier de succès et avoir une vision commune autour du plan national d'adaptation est vraiment une brique essentielle pour nous y emmener. Merci. Alors, j'ai deux petites questions. Au CEREMA, on a modélisé les submersions marines. Je pense par exemple à Gravelines, puisque donc il y a la centrale existante plus un projet d'un second EPR sur place. En plus, Gravelines est... Bon, moi, je suis un ch'ti, donc je connais bien le secteur, est en bout de bassin. Et donc, comment vous gérez ça? C'est-à-dire, comment vous allez gérer cette montée des eaux où d'année en année, là, les experts nous annoncent que la montée va être bien plus importante que ce que l'on avait imaginé. Donc, comment éviter que la centrale soit les pieds dans l'eau? Et la suivante, est-ce que ça a vraiment... Question provocante, est-ce que ça a du sens de la mettre là? Alors, ou à Marseille, c'est pas à peu près. Marseille, c'est pas moi qui l'ai dit. Pas... C'était pas moi, Fos-sur-Mer. Alors, la première réponse, c'est le sujet, on ne le nie pas. On ne le nie pas et on y travaille. On a des questions, on a une thèse en ce moment avec le BRGM sur le maintien du cordon dunaire dans la région. Alors moi, je suis alsacienne, je connais moins la région, mais néanmoins, regardez vraiment le risque, identifier ce risque. Pour la sûreté, ce sont des travaux qui sont... Il y a des modifications matérielles qui ont eu lieu. Mais comme ça ne vous a pas échappé, moi je travaille sur le parc existant. On travaille... Alors, l'ambition de fournir de l'électricité à la France est très fort au sein d'EDF, vous vous en doutez. Et on a deux gros chantiers qui sont devant nous sur ce sujet. Le premier, c'est prolonger la durée de vie de nos centrales existantes. Donc à Gravelines, on a 6 tranches. Gravelines, c'est un très très gros centre de production. On a aussi l'industrie c'est un pôle industriel en croissance avec des projets très très importants. Donc ça, le premier sujet, c'est préserver la capacité à produire de Gravelines, du site de Gravelines existant. Le second sujet, c'est sur les nouveaux réacteurs. Il est essentiel de les planifier, d'y construire. Mais néanmoins, aujourd'hui, il y a des discussions qui sont en cours. Il y a beaucoup de discussions qui sont en cours et je ne peux pas répondre pour mes collègues du nouveau nucléaire, mais c'est un travail collégial où on regarde ensemble sur les sujets dont je vous ai parlé, qui sont ici, sûreté, inconvénients, habitabilité, et on ne nie pas le sujet, mais on y travaille. Deuxième question sur le Rhône. On voit qu'il y a plusieurs projets. Oui. Bon, là encore, du fait du réchauffement climatique, l'enneigement, en tout cas, va faire que le régime du Rhône va beaucoup changer. Là, on va rentrer dans des conflits d'usage assez importants. C'est quoi? C'est le circuit fermé, la solution? Alors, ça, c'est une excellente question. Enfin, toutes vos questions sont excellentes, mais Merci. Il n'y a pas une solution. En fait, il n'y a pas une solution. Ce n'est pas la solution, ce sont des solutions. Et on l'a peu évoqué. Mais si vous avez fait attention aux cartographies que ma collègue vous a montrées, vagues de chaleur, il y en a partout en France. En fait, il n'y a pas un territoire. On a longtemps cru que l'Europe pouvait être un peu épargnée. On a compris que les terres se réchauffaient plus vite que les océans. Et manque du bol, en hémisphère nord, on a beaucoup plus de terres qu'en hémisphère sud. Il n'y a pas de territoire qui sera épargné. Il y a des solutions à trouver. Alors, c'est des solutions technologiques, c'est des solutions fondées sur la nature. C'est aussi beaucoup de concertation. L'objectif est d'éviter les conflits d'eau. Peut-être qu'il n'y en aura pas des conflits d'usage de l'eau si on arrive à dialoguer
avec l'appui de la science et des travaux communs. Peut-être qu'on n'ira pas sur ces sujets si on réfléchit à un avenir désirable, parce que c'est un sujet anxiogène, le sujet qu'on traite aujourd'hui, mais on essaye aussi de réfléchir à un futur désirable, comme j'en parlais, comme nous en parlions tout à l'heure. Et aucun territoire n'est épargné. Et qu'est-ce qui vous manque pour mener ce dialogue ? Est-ce qu'il existe déjà, enfin, sur l'usage de l'eau ou... Alors je pense qu'il existe, je ne sais pas si nous sommes en manque, parce qu'il existe, nous le préparons à toutes les échelles de temps. Je reprends l'exemple de 2022, là on n'est pas c'est impact changement climatique sur 2022 fort, mais c'est dans le passé. Les discussions pour la gestion de la Loire avec l'établissement public de Loire-Vienne ont été quotidiennes. Il y a des outils communs développés par EDF, partagés sur comment utilise-t-on avec parcimonie la ressource de l'eau. Il y a des travaux, suite à cette canicule, il y a des travaux, modifications matérielles sur site qui ont été commencés pour justement arriver à maintenir la capacité à produire dans des situations climatiques ou météorologiques de grand stress. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui nous manque. Il y a beaucoup de choses qui sont en cours et c'est vraiment regarder à toutes les échelles de temps. On prépare les saisons à venir, on prépare la semaine, on prépare la journée, mais en parallèle, on est très en amont où on prépare 2030, 2050 et au-delà. Merci. David, pardon. Oui, je ferai peut-être un commentaire supplémentaire dans la présentation qui vient d'être faite et sur les deux versants d'une même médaille qui est l'atténuation et l'adaptation. Ce que l'on voit quand même de particulier aux enjeux d'adaptation, c'est que c'est fondamentalement territorialisé. Et même s'il peut y avoir des stratégies d'industrie, même s'il peut y avoir des normes techniques qui se développent sur tel ou tel secteur d'activité, à un moment, l'empreinte territoriale et sa traduction fondamentale avec les territoires et tout ce que ça implique, sa géographie, son économie, ses acteurs, etc., est incontournable. Donc ça nous oblige aussi un petit peu tous à organiser notre manière de travailler le sujet dans cette articulation territoriale et dans ce dialogue territorial. Donc parfois aussi de créer des nouveaux lieux de dialogue pour préparer ces différentes échelles de temps avec les acteurs du territoire. Merci de cette précision. Effectivement, il y a des emboîtements d'échelle territoriale, hein, parce que je vois bien, j'évoquais le Rhône tout à l'heure, la solidarité entre les gens qui se trouvent en moyenne montagne et, à l'embouchure du Rhône, elle n'existe pas à ce jour. Hein, et donc, on voit bien que là, il y a tout un travail, et je pense que le CEREMA est notamment embarqué dans tous ces sujets. Anthony, tu voulais dire? Non, je voulais juste rebondir sur deux points. Un, souligner ce qui a été dit sur le caractère très nourrissant du lien entre la recherche, la R&D et l'opérationnel, notamment avec EDF. Il s'avère qu'on a 2 laboratoires de recherche en commun avec EDF à l'école des Ponts, l'un dédié à l'hydraulique, qui s'appelle le laboratoire d'hydraulique Saint-Venant, qui est exactement sur ces questions de ressources en eau et de comment, notamment sur le refroidissement des centrales, on s'en sort. Et puis le deuxième qui est sur l'environnement atmosphérique, qui est plus lié aux questions de santé environnementale qu'on évoquait tout à l'heure. Non, la deuxième remarque que je voulais faire, c'est pas du tout pour ouvrir une nouvelle porte dans cette conférence, mais et surtout pas pour rentrer dans un débat sur nucléaire versus énergie renouvelable, parce que c'est un débat qui peut être aussitôt dans la matinée compliqué. Non, mais juste dire, parce que il y a le nexus climat-énergie, il est très riche en fait, et la question de la variabilité accrue des climatologies territoriales très locales pose des questions éminemment stimulantes sur la question du développement des ENR. Voilà, c'est juste ce point-là que je voulais dire. Ça mériterait, alors pour le coup, un débat également très long, mais c'était pour faire le parallèle avec la question nucléaire qui a elle-même ses propres enjeux. Chaque énergie a ses avantages et c'est le mix qui a un gros levier pour y arriver. On ne les oppose pas. Je ne sais pas comme ça que je l'entendais, je vous rassure. Très bien. Je propose que l'on passe au sujet suivant. Alors, je ne sais pas si tu as la petite zapette. Merci. Voilà. Je crois que... Ouais. Yes. Voilà. Vas-y, David. Non, je ne sais pas, tu voulais peut-être introduire. Gilles, pardon.
Comme tu veux, oui. Bon, en gros, réchauffement climatique, infrastructure de transport, comment ça se passe? J'imagine que là encore, il y a des enjeux tout à fait considérables d'adaptation. Oui, merci. Enfin, c'est une des missions historiques du CEREMA, Oui, que de se absolument. préoccuper des sujets d'infrastructure de transport. Et donc, ça a déjà été cité au démarrage de cette conférence, c'est fondamental dans le fonctionnement d'un territoire. Et donc, c'est incontournable finalement de se poser la question du changement climatique et des infrastructures de transport et des enjeux de résilience, puisque c'est de ça dont on parle. Et donc, le CEREMA... qui a complètement orienté sa stratégie sur les enjeux d'adaptation au changement climatique. Et dans toutes ces thématiques, le décline finalement thème par thème. Et ces cartes, c'est juste pour rappeler de ce dont on parle. Quand on parle en France, Anthony soulignait la part importante du volet routier qui représente une part très majoritaire des déplacements en France, mais aussi un réseau très, très dense avec plus d'un million de kilomètres. Et donc, cette infrastructure publique, cet actif public qui pose plein de questions sur son avenir, mais c'est vrai aussi pour les voies navigables ou pour les lignes ferroviaires. Avec peut-être, quand on a des débats méthodologiques, normatifs, adaptation des doctrines, etc., il y a toujours un élément qu'il faut avoir derrière soi quand on parle des infrastructures de transport, c'est qu'on n'a pas un grand gestionnaire, comme un parc de production d'énergie ou comme un gestionnaire de réseau ferré. On en a 35 000 en gros. Et donc, développer une stratégie d'adaptation, c'est se poser la question, et c'est là qu'on reterritorialise fondamentalement l'action, c'est se dire comment on crée les leviers, les méthodologies pour qu'on puisse embarquer ce collectif que sont les 35 000 gestionnaires de voirie. Et alors oui, l'État ou les départements, on a un nombre pas trop développé qui permet d'avoir des actions assez directes avec elles. Mais après, notre question, celle que l'on se pose quand on développe des choses au CEREMA, c'est aussi de pouvoir toucher toutes les collectivités en charge de ce type de patrimoine. Et donc là, vous avez plein d'images qui montrent ce que peuvent être des impacts. Je vais aller vite, mais ça a été dit, c'est l'augmentation en fréquence et en intensité de phénomènes climatiques qui ont qui vont créer des perturbations quand on parle d'une infrastructure sur toutes ses fonctions. Alors l'infrastructure elle-même, qu'il faut maintenir, entretenir, qui se dégrade, celle de son fonctionnement, de son exploitation. L'exemple concret, c'est les feux de forêt, et donc ça coupe un axe sans forcément que ça endommage l'infrastructure, mais ça modifie complètement. L'entretien avec des techniques qui doivent être adaptées, les coûts qui augmentent, et puis les conséquences sur les territoires ou sur les usagers que sont tous nos concitoyens et tous les services aussi que l'infrastructure va porter, puisqu'il s'agit encore une fois, on parlait tout à l'heure d'approche systémique, ne pas de se poser la question de l'infrastructure comme un objet, mais de se poser la question d'une infrastructure comme le service qu'elle apporte à un territoire et comment elle participe au fonctionnement de ce territoire. Et donc raisonner en termes de résilience, c'est raisonner en termes de résilience du service avant de se poser la question de la résilience de l'infrastructure en soi. Et là, vous avez, on a mis beaucoup d'illustrations sur ce petit diaporama. C'est qu'est-ce qu'on rencontre, c'est en début d'été des vagues de chaleur pointues et les dégradations liées aux vagues de chaleur. Il y a quelques images là, sur les voies ferrées. Qui sont symptomatiques. Il y en a de moins en moins des formations comme celle-ci parce que SNCF Réseau l'a intégré dans sa stratégie de gestion des voies ferrées, mais sur des petites lignes on le retrouve, mais sur des chaussées il y a aussi des techniques routières qui ont été développées en fonction du climat moyen d'un territoire, et quand ce climat moyen change, il faut changer les techniques. Elles existent, tout à l'heure c'était intéressant de voir aussi que pour EDF vous rappeliez qu'il y a des centrales nucléaires dans des zones désertiques. Il y a des routes dans des zones où il fait très très chaud, et donc la question elle est plutôt celle de l'adaptation des techniques, des conséquences des perturbations sur l'exploitation, j'ai déjà vu avec les incendies, la sécheresse. Les sécheresses, on a découvert ça quand même ces dernières années. Alors on en parle beaucoup sur les bâtiments, mais c'est vrai aussi pour les infrastructures. C'est notamment ces mouvements de sol avec les sols argileux, ces retraits-gonflements, où les infrastructures routières et les infrastructures au sens large sont elles aussi soumises à des dégradations importantes. Alors je soulignais la particularité d'avoir 35 000 gestionnaires. Une autre particularité par rapport au débat économique, c'est que
c'est un actif, mais il n'est pas géré comme un actif, Oui, au c'est sens ça. où la comptabilité publique ne le traite pas comme un actif, et que finalement, c'est pas assurable. Ces biens publics ne sont pas assurables, donc le modèle assurantiel rentre pas dedans. Et donc, on rentre dans la question des budgets publics et de la dépense publique à l'entretien et la maintenance de ces infrastructures. Donc, j'allais dire un sujet qui n'est pas nouveau, puisque une infrastructure, par définition, elle s'entretient, elle se gère, sauf qu'il y a des phénomènes qui viennent aggraver, accentuer, accélérer des dégradations. Et donc, c'est comment intégrer dans sa stratégie de gestion d'un patrimoine ces phénomènes nouveaux, plutôt que seulement, entre guillemets, le renouvellement d'une couche de roulement ou des choses comme ça. Les inondations, évidemment, avec leur intensité, qu'elles soient des inondations lentes, entre guillemets, ou des crues torrentielles. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, se préparer au futur, il y a un petit schéma qui essaye d'organiser la pensée sur comment se projeter. Je vais aller vite là-dessus, mais c'est effectivement à la fois une logique d'évitement de ce que l'on veut, de ce qui est indésirable, on la qualifie comme ça, donc par rapport à des stratégies, et puis d'orienter, de provoquer à l'inverse dans une vision stratégique et au travers de l'innovation, des résultats de la recherche, des actions. Et donc le PNAC, qui est le plan national d'adaptation au changement climatique, qui est important. On évoquait tout à l'heure depuis quand on travaille dessus. En fait, le premier plan national d'adaptation au changement climatique, la version 1, intégrait déjà ces enjeux d'évolution de la méthode, de la doctrine, d'intégrer dans les techniques ces questions-là. Donc on s'est approprié au CEREMA cette thématique à cette époque. Et si aujourd'hui, dans cette mesure 11, il y a même une action spécifique sur le transport et avec même l'illustration de ce qui se passe par exemple en région PACA sur une approche multimodale qui repose sur une méthodologie qu'a développée le CEREMA. C'est le fruit de tout ce travail depuis une dizaine d'années, d'avoir essayé d'être passé de la R&D sur cette thématique à avoir des outils le plus opérationnels possible pour accompagner les collectivités ou les gestionnaires dans leur méthode d'adaptation. Et donc, il y a d'ailleurs une des mesures du PNAC, c'est de demander aux grands opérateurs nationaux, donc ceux qui sont sous la tutelle de l'État, d'avoir des plans d'adaptation qui commencent par l'étude de vulnérabilité d'ici la fin de cette année et qui reposent sur cette méthode qu'on a baptisée A7, qui définit en 10 étapes une approche systémique. Oula, il y a un petit truc, une approche systémique sur l'adaptation des infrastructures, où on a essayé finalement, au travers de toute l'expérience et tout le travail de R&D, de structurer les différentes étapes pour accompagner un gestionnaire dans sa stratégie d'adaptation. Et avec un élément important souvent au début, parce que face à ces enjeux un peu majeurs, cette projection à long terme, évidemment, quand on a des grands opérateurs qui sont séculaires, qui ont un patrimoine considérable ou qui gèrent à l'échelle nationale tout un patrimoine, je pense à SNCF Réseau, avec qui on a beaucoup travaillé, ça paraît comme une évidence de se projeter sur long terme. Quand on est sur des acteurs publics locaux où l'horizon, c'est celui de l'élection, et donc 10 ans maximum, c'est parfois difficile de les intégrer. Tu as parlé tout à l'heure du temps de la finance court terme. Oui, c'est ça. Le temps de la responsabilité publique court terme, il peut aussi être un frein. Et finalement, au travers de cette méthode, c'est aussi de montrer que chacun à son échelle peut quand même engager quelque chose. Et il n'y a rien d'insurmontable, parce que ça permet, par les différentes étapes, et après, quand ce petit schéma, je ne vais pas le détailler, mais il décline ce cheminement en 10 étapes pour arriver à une stratégie d'adaptation et l'intégrer dans ses politiques de gestion. Il permet justement d'avoir ce travail progressif et de se dire finalement, à mon échelle, ce sur quoi je peux m'occuper, parce que c'est la préoccupation de mes habitants, parce que j'ai un territoire qui est fragile pour tel ou tel sujet, parce que j'ai un service public, un hôpital, une activité économique à enjeu, je peux adapter mon action à un périmètre sur lequel j'ai quand même des leviers d'intervention, même si je ne règle pas tous les sujets. Et donc ce frein à l'action qui est celui de l'ampleur parfois du travail qui est devant nous sur ces problématiques d'adaptation, on essaye par cette méthodologie d'apporter ces différentes étapes. Et ça veut dire aussi qu'après, ce qui a beaucoup été développé aujourd'hui, c'est donc cette phase initiale, de comment on amorce une démarche, et puis tout ce qui est recueil de données et études de vulnérabilité, qui sont des phases parfois un peu lourdes quand même, il faut le reconnaître,
de préparation d'une stratégie d'adaptation. Il y a ces questions de commencer aussi à avoir un certain nombre de mesures d'adaptation dites sans regret. On n'est pas obligé de faire des études générales pendant 10 ans pour savoir si on peut s'engager sur tel ou tel truc de type d'action. Donc les retours d'expérience, on essaie de capitaliser ça et de le valoriser. Et puis voilà, engager progressivement aussi au travers de l'exemple des premiers, des pionniers, essayer d'engager un peu toute la société, tous les acteurs publics sur le sujet. Bien. Merci de cette présentation. Il va bientôt être l'heure donc préparez-vous aux questions, parce que c'est le plus dur d'ailleurs étant souvent la première. Donc je propose qu'on passe très très vite à la deuxième. Mais avant de vous passer la parole, là on a bien vu quand même que tous les sujets qui vous ont été montrés sont déterminants pour l'économie et la souveraineté de notre pays. On est dans une économie de flux. On voit bien que les infrastructures de transport et la performance des infrastructures de transport participent de la compétitivité, de l'efficacité des territoires, des entreprises. On a vu que l'énergie, effectivement, est un enjeu totalement déterminant, bien sûr. Et donc, pour cela, on a des investissements de long terme. Et tout ça s'inscrit, comme l'a dit Anthony, dans une économie qui doit internaliser ce que dans le jargon on appelle les coûts externes, qui sont reportés dans l'espace et dans le temps, ce qui renforce la difficulté. Mais c'est bien tout l'enjeu de ce qui doit advenir en matière au niveau de nos métiers. Donc là, il y a tout un tas de nouveaux emplois, de nouvelles compétences qui doivent être déployées pour répondre à tous ces enjeux, au service des emplois et de la compétitivité de nos entreprises et de nos territoires. Voilà, c'était comme ça que je souhaitais résumer un peu les propos que les uns et les autres ont tenus. Et sans attendre, je vous passe la parole. Si vous avez des questions, c'est le moment. Oui, monsieur. Bonjour à tous, donc je suis Fabrice Desron, je travaille pour le cabinet Upperlead, qui est un cabinet de conseil en ressources humaines et recrutement, et je suis un ancien DRH, notamment dans l'industrie nucléaire, pendant de nombreuses années. Et en fait, vous m'avez coupé un peu la question sous le pied, puisque moi c'était plutôt sur le volet emploi. Je vous remercie déjà pour cette présentation ce matin. Tous les 4 intervenants étaient remarquables et très intéressants. Et effectivement, le titre de la conférence ce matin concernait et les emplois et les activités par rapport à cette adaptation nécessaire au changement climatique. Et on a peu abordé le sujet de l'emploi. Oui, et donc, savoir peut-être quel type d'éléments vous pouvez nous apporter sur tout simplement peut-être lister quelques emplois nouveaux, les emplois du futur, les emplois de demain. Alors évidemment, il y a la dimension formation avec Anthony et l'école de recherche et des ponts. Mais voilà, c'était sur cet aspect-là que je souhaitais avoir quelques éléments complémentaires de la part de nos intervenants ce matin. Alors, il était prévu une intervention enregistrée d'un bureau d'études qui s'appelle Syndex, qui est un bureau d'études qui accompagne les entreprises sur notamment les sujets. Ils ont été très présents sur l'atténuation et maintenant ils sont embarqués dans les politiques d'adaptation. Donc il était prévu une présentation, sauf que on n'a pas réussi à la brancher parce qu'il y avait aussi les chiffres des emplois potentiellement perdus en Europe. Et bien à tomber, j'avais noté ça sur une feuille que je n'ai pas prise. Donc simplement, donc c'est un peu compliqué pour moi de vous répondre parce que j'ai plus les chiffres en tête. Je voudrais pas dire des bêtises. Simplement, c'est que dans les éléments qui seront mis en ligne, on va réussir à raccrocher cette présentation de Syndex qui évoque les enjeux emploi-compétences à échéance court terme, moyen et long terme, avec les risques de perte de centaines de milliers d'emplois si on n'anticipe pas toutes les mesures d'adaptation. Donc dommage, mais ça sera en ligne, vous pourrez regarder ça. Oui, moi, je voudrais vraiment réagir sur ce point parce qu'il me tient à cœur. 3 choses. D'abord, le réseau Action Climat et l'ADEME ont publié il y a à peu près 3 mois une étude justement sur
d'abord l'impact de la transformation écologique en France sur la création d'emplois. Ils ont chiffré le nombre d'emplois créés secteur par secteur et les besoins de reconversion. Et ils font tout un travail maintenant avec les régions pour examiner les besoins de reconversion. Par ailleurs, il y a de plus en plus d'entreprises qui prennent en compte les sujets d'adaptation de façon sérieuse. Donc, ce n'est pas la majorité du CAC 40, mais c'est les entreprises les plus exposées. Donc, dans le secteur des infrastructures, du tourisme, on n'en a pas parlé, et de l'immobilier. L'agriculture, c'est un sujet qui est un peu loin de nous, mais l'agriculture. Voilà, et qui ont pris conscience dans leur plan d'adaptation que, bien sûr, un monde à plus de 4 degrés, ça voulait dire, pour leurs collaborateurs, potentiellement des conditions de travail à risque. Et donc, par exemple, le groupe La Poste, qui est au sein du groupe Caisse des Dépôts, a intégré dans son plan d'action d'adaptation ces enjeux-là et travaille maintenant sur l'adaptation même de ses collaborateurs. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y aura des emplois détruits, mais ça veut dire que d'ores et déjà, il y a un certain nombre d'entreprises qui pensent à ce que veut dire travailler demain sous l'effet des canicules, etc. Troisièmement, nous, en tant qu'investisseurs responsables, nous mettons un point d'honneur à demander aux entreprises dans lesquelles nous investissons non seulement comment elles se décarbonent et quelle est leur trajectoire de décarbonation sur les 3 scopes, comment elles intègrent les enjeux d'adaptation, mais comment elles le font en formant leurs collaborateurs, en élaborant des GPEC qui intègrent ces enjeux de reconversion des emplois, et donc dans une optique de transition juste. On ne voudrait pas que nos exigences en matière environnementale amènent à de la destruction d'emplois. Et donc on fait très attention dans ce qu'on leur demande, de bien vérifier que tout ça s'intègre dans une projection à moyen long terme de l'évolution de leurs collaborateurs. Et donc il y a de plus en plus d'entreprises qui intègrent ces enjeux dans leur gestion à moyen long terme de leur masse salariale. Mais là aussi on n'y est pas encore. Et vous parliez de mesures d'impact. Là, il y a encore beaucoup à faire pour mesurer les impacts sur le nombre d'emplois et sur les enjeux de formation. Ouais. Peut-être Anthony. Non, mais très rapidement, et peut-être en complément, juste pour prendre l'angle de la compétence et ce à quoi on forme. Alors, je parlais que de ce que je connais bien, c'est-à-dire la formation des ingénieurs, et en tout cas ceux de l'École nationale des ponts et chaussées. Si on prend un peu de distance, ça pose des questions assez intéressantes de qu'est-ce qu'on demande demain dans l'entreprise à un ingénieur. Gilles commençait la conférence en parlant d'optimisation à tout crin. C'est vrai qu'un ingénieur par essence, c'est quelqu'un qui va essayer d'optimiser le système en allant le plus loin possible, et ils sont très bons à ça. Et parfois la question de la durabilité, de la résilience appelle à des systèmes où on a une autre dimension qu'une dimension d'optimisation. En tout cas, il faut, comme je disais tout à l'heure, faire rentrer une réflexion du futur qui est peut-être pas forcément complètement collinaire à la question de l'optimisation de court terme. Et ça pose des vraies questions assez fondamentales sur la manière dont on va introduire dans nos formations la question de la maintenance à moyen terme, la question de la prise en compte avec une forme d'incertitude des aléas climatiques à venir, et tout ça est assez challenging. Et pour rebondir sur ce que disait David, rien de mieux que le retour d'expérience en fait. Et je, peut-être au risque de faire un tout petit peu d'autopromo et de repositionner aussi le rôle de l'État dans tout ça, le ministère de la Transition écologique est riche d'un réseau scientifique et technique consolidé de très longue date. Et ce réseau scientifique et technique, aujourd'hui, il est interpellé, mis en tension, et doit apporter et apporte des réponses face à ces nouveaux questionnements. Pourquoi je dis ça ? Parce que l'ingénierie territoriale, comment on a les compétences dans les territoires, est une question qui n'est pas complètement évidente et pas complètement simple. Et donc là, je reboucle avec, au-delà de la formation initiale, la formation continue et le positionnement des opérateurs de formation continue sur ces sujets. Très bien. Il y avait une question de monsieur. Alors, le temps que le micro arrive, retour d'expérience. Ça a quand même ses limites en matière d'adaptation à un climat dont on n'a aucune, idée du climat dans lequel on va être demain, vraiment, physiquement. Non, mais mon point, Gilles, c'est juste, il y a des choses sur le plan
David disait que la question de l'adaptation au changement climatique, elle n'est pas née avec le PNAC 3, elle a plusieurs décennies maintenant de recul, et il y a eu des précurseurs, il y a eu des collectivités territoriales qui ont fait des choses très en amont, et je pense que c'est la diffusion, l'analyse, l'évaluation de ce que ça a apporté et la diffusion très grande largeur de ça, de manière à mutualiser cette ingénierie, de mutualiser cette intelligence. Et là où je vois, mais je pense que David est d'accord, un intérêt pour l'État dans sa forme de réseau scientifique et technique. Monsieur. Oui, bonjour, Patrick Verlinde. J'accompagne une jeune start-up et je voudrais témoigner sur le fait que les stratégies, c'est merveilleux, la pratique précise sur un objet précis, c'est encore mieux. Donc Flowstop, qui est une start-up qui a été créée il y a moins d'1 an, qui travaille d'ailleurs avec EDF, puisque c'est un système qui permet d'empêcher les inondations. Quand je dis ça, c'est les inondations, c'est souvent 5, 10, 15, 20 cm dans un rez-de-chaussée familial, professionnel. Et ça a été créé par un jeune homme que j'avais déjà accompagné dans les nouvelles technologies. Donc, vous voyez, il y a eu une évolution assez amusante. On a abandonné les nouvelles technologies pour se reconcentrer sur quelque chose de très simple, qui est un système qui permet donc gonflable, qui permet de protéger absolument toutes les entrées possibles d'un bâtiment. Évidemment, ça avait été... je cite EDF parce qu'évidemment, inutile de vous dire que ça n'a pas été simple pour que vous acceptiez le processus. Et c'est à Chinon et à Belleville-sur-Loire où nous avons installé, donc après un système de contrôle très aigu, logique compte tenu des enjeux. Donc nous avons installé ce système. Et c'est pour vous dire qu'en 1 an et demi a été créée une filiale aux États-Unis en une journée, donc en 2024, oui, l'année dernière, en août. Évidemment, filiale dans le Delaware. Voilà. Et nous faisons 30% du chiffre d'affaires en Floride, où ça part comme des petits pains. Pour l'instant, il n'y a quasiment pas de concurrents, puisque tout ce que vous voyez sur Flowstop, ce sont en fait des systèmes de distribution. Et on est très intéressé par ce que fait le Carema, parce qu'on voudrait bien s'installer dans une démarche plus large, sur un problème très précis, auquel évidemment les assureurs sont très, très intéressés, et notamment parce qu'on a les problèmes de villes qui ne peuvent plus être assurées compte tenu des... Voilà. Ça a été dit. Et alors, ce qu'on souhaite faire avec la Caisse des dépôts ensuite, c'est créer des ateliers régionaux, puisque pour l'instant, tout ça vient de Tunisie, c'est fabriqué en Tunisie et au Maroc. Ce qu'on n'a pas trouvé, ça a été très compliqué. Et on souhaiterait en fait pouvoir, auprès de chaque région, créer un atelier qui créerait, pour parler des emplois, à peu près entre 5 et 10 emplois à chaque fois. Voilà, c'est un simple témoignage technique. Merci, monsieur. Il y a madame qui souhaitait, alors peut-être le micro. Comme ça, on va prendre peut-être une série de questions. Oui, bonjour, Véronique Briquet-Logier. Donc, je préside une association, enfin une organisation de recherche assez nouvelle sur le nexus entre l'eau, le changement climatique et la protection du patrimoine, qu'il soit naturel, tangible ou intangible. Et on parlait de l'humain, vous parliez, monsieur, aussi de la façon dont il faut emporter les collectivités territoriales, mais vous tous, vous en avez parlé. Et donc, l'engagement sur le terrain et sur les emplois aussi, il peut y avoir vraiment des créations d'emplois là-dessus, puisque c'est la base, c'est les parties prenantes, et c'est d'engager ces parties prenantes. Et donc, bon, nous, on fait de la recherche, on a un groupe de chercheurs qui font aussi de l'innovation, donc on va du tech aussi, mais on voit très bien que si on n'embarque pas les collectivités territoriales, si on n'embarque pas la mairie, on ne va pas réussir à protéger le territoire. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau de la CDC, d'effets de levier de ces nouveaux métiers. Et comme c'est très transversal, et c'est pour ça qu'on a été
créer en fait, parce qu'on comble en fait une pluridisciplinarité, une pluriprofession qui n'existe pas, et en général c'est compliqué quand c'est en transversal. Donc voilà, donc je passe un peu un message, mais aussi pour les ponts, de faire ces efforts de création de valeurs humaines sur le terrain pour préserver notre patrimoine français. Voilà. Merci de ce témoignage également. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, madame, là-bas. Et puis comme ça, après, nos intervenants feront un petit mot de conclusion si on veut terminer à l'heure. Bonjour, oui. Je m'appelle Ariel Thierry. J'ai une question concernant le risque que je vais appeler température. Une augmentation de 4 degrés, si on le regarde mois par mois sur l'année, ça a un impact vraiment nocif sur combien de jours dans l'année? Par exemple, on arrive à combien de jours de canicule par année? Ou on augmente les périodes de canicule de combien? Merci. Très bien. Ben, écoutez, je ne vois pas d'autres mains se lever. Et donc, ah si, il y a monsieur, pardon, c'est moi, le photo me cachait. Merci à tout le monde. Merci. Bonjour mesdames, messieurs. Je suis Stéphane Batteux, responsable d'un cabinet conseil en finance basé à La Défense. Merci encore pour votre présentation de ce matin. J'avais 2 questions. Une sur l'international, sur un projet qu'on conduit à l'international, et une autre peut-être générique et spécifique en France. C'est pour la caisse de dépôt dans un premier temps. Vous avez parlé, avant d'investir, vous posez les questions sur comment les entreprises intègrent la partie décarbonisation. Quels sont les AJP, comment ils gèrent les employés? Je voulais savoir généralement quels sont les critères principaux que vous prenez en compte avant d'investir dans une entreprise, les principaux critères. Et sur les questions pour l'international, parce qu'on travaille sur un projet de 3,92 milliards d'extraction de fer, de transformation en acier, notamment au Cameroun. Et on cherche des industriels européens pour travailler avec nous sur ce projet. Donc, avec l'EDF, on veut construire une centrale hydroélectrique qui va permettre de réchauffer l'acier qui va être transformé. Je voulais savoir si EDF pourrait collaborer. Merci beaucoup. Offre de collaboration. Bien, comme il n'y a pas d'autres questions, de toute façon, il va falloir que nous puissions conclure. Peut-être, oui. Une réponse très rapide pour votre question sur le risque chaleur. Les vagues de chaleur, c'est x4 en temps. Ça veut dire que 2022 arriverait une année sur 2, potentiellement des durées de juillet-août, potentiellement, oui. C'est vraiment massif comme modification. Donc ça, c'était la réponse rapide. Offre de collaboration, je transmets, on en discute tout à l'heure. Et donc, s'agissant des critères que nous regardons avant d'investir dans une entreprise, en dehors des critères financiers, bien sûr. Alors, c'est tous les critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance. Donc, à la fois l'impact, l'empreinte carbone du projet, donc ces émissions de CO2, l'empreinte sur l'artificialisation des sols, la consommation des ressources naturelles, et notamment l'eau, mais aussi les impacts sociaux. Et donc, on va regarder si l'entreprise en question a d'abord une bonne gestion responsable de ses collaborateurs, mais également si le projet ne déplace pas de population, n'implique pas du travail forcé ou du travail des enfants, et si par ailleurs il est positif en termes de cohésion sociale et territoriale, donc s'il crée des emplois, s'il permet, je sais pas, de rapprocher les Français de l'accès aux services essentiels, etc., etc. Et puis en termes de bonne gouvernance, bon, vous imaginez, on fait très attention aussi aux enjeux de consultation des parties prenantes locales, quand on finance une infrastructure, par exemple. Et on fait aussi très attention à la façon dont la gouvernance de l'entreprise en question est menée, à la rémunération des dirigeants, etc., etc. Bon, ça fait donc une batterie d'indicateurs qui est quand même assez développée. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que désormais, ces indicateurs ESG, ces critères ESG, ont la même importance que l'impact financier du projet et sa rentabilité. On essaye en tout cas à la Caisse des dépôts vraiment de prendre ces deux volets financiers et extra-financiers en compte au même niveau d'importance. Voilà. Non,
je voulais juste faire une remarque sur la question sur la température et la réponse et rebondir sur ce que disait David tout à l'heure sur infrastructure versus service. C'est vrai qu'il y a un point qu'on n'a peut-être pas suffisamment souligné, c'est que même si on s'adapte, les événements vont arriver, que ce soit des événements récurrents comme des vagues de chaleur, que ce soit des événements plus catastrophiques comme des tempêtes à grande échelle ou à de grande intensité. Et ce que ça repose aussi comme question, c'est notre capacité à faire de la gestion de crise de manière plus routinière, en fait, ou en tout cas d'avoir des gouvernances et des modalités de vie collective qui soient plus adaptées. Et ça, c'est juste pour faire le lien avec la question des compétences. Alors, je ne sais pas si c'est une question d'emploi, une question de compétences, mais la manière dont on est moins surpris parce que l'information a été mieux intégrée et que nos systèmes humains, là je ne parle pas de systèmes techniques, nos systèmes humains sont mieux adaptés. Là aussi, il y a tout un pan de réflexion et de partage d'expériences à amplifier. David, non. Écoutez, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie d'être venu ici tôt ce matin pour participer à cette seconde matinale. Vous avez annoncé celles à suivre. Donc le 21 mai, la métropolisation a-t-elle encore un avenir face au réchauffement climatique? Sujet un peu provoquant qui mélangera là encore atténuation et adaptation. Ensuite, le 18 juin, comment gérer les conflits d'usage de l'eau et les menaces d'inondation à une France à plus 4 degrés. Et enfin, le dernier sujet de cette première série, l'apport de l'intelligence artificielle générative dans l'adaptation des territoires. Voilà, donc n'hésitez pas... la date, non, c'est pas le 26 mars, c'est au mois de juillet. Oui, pardon, oui, c'est le 9 juillet. Le 9 juillet, oui, effectivement. Bien, écoutez, merci beaucoup de votre participation et à la prochaine.